I'm the boss. Trump aime beaucoup allumer plein d'incendies à la fois. Ce conflit montre que finalement la plus grande puissance militaire internationale, les États-Unis, ne suffisent pas à renverser un régime. Il s'est fait berner, il n'a pas compris ce qu'il allait déclencher, le feu qu'il allait déclencher. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il est plus pyromane que pompier. L'histoire retiendra qu'il a fallu chercher en urgence une imprimante à Versailles pour que Donald Trump puisse signer son accord sur un coin de table. Ça n'a pas été facile. Presque soulagé, le président américain brandit fièrement le document de 14 points, signé quelques instants plus tard par l'Iran. À la sortie du dîner, il confirme que la guerre est terminée. Oui, c'est signé, c'est signé. Mais qu'a vraiment signé Donald Trump? L'accord conclu entre les deux pays profite largement à Téhéran. Le président américain a-t-il été forcé d'éteindre dans l'urgence le feu qu'il avait lui-même allumé, celui d'une guerre qui a pris de court le monde entier? Le 28 février, à 7h45 précise, les missiles s'abattent sur l'Iran. Frappe conjointe entre les États-Unis et Israël. Les témoins s'agitent et paniquent. Plus loin, un immense cratère en plein centre de Téhéran. En quelques heures, des dizaines de missiles s'écrasent partout dans la capitale. Sur les toits, certains se rassemblent. À quelques mètres du cœur du pouvoir, une habitante crie sa joie. Waouh! Ils ont frappé le bureau du guide suprême. Les missiles ont en fait ravagé la résidence du guide suprême, comme le montrent ces images satellites. En une frappe, Israéliens et Américains ont éliminé le principal conseiller du guide suprême, le commandant des gardiens de la Révolution, le chef de l'armée, le ministre de la Défense et surtout Ali Khamenei, le guide suprême en personne. Dans les heures qui suivent, Donald Trump s'adresse directement au peuple iranien. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir dehors, des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. L'incendie est allumé, mais il n'aura pas l'effet escompté. Aujourd'hui, on ne voit toujours pas clairement quels étaient les buts de guerre. Bien sûr, il y a cette question du nucléaire, mais Donald Trump ne pouvait pas l'évoquer au lancement de cette guerre, puisque d'après lui, d'après son narratif, tout avait été réglé lors de la fameuse guerre des 12 jours l'année précédente, où il avait dit que tout l'arsenal nucléaire de l'Iran avait été neutralisé, que tout avait été bombardé. Donald Trump voulait vraiment faire ce qu'il a fait au Venezuela, il voulait vraiment le faire en Iran. Et d'ailleurs, il s'est dit, peut-être d'ailleurs très mal conseillé par Benyamin Netanyahou, qu'il suffirait de tuer le guide suprême pour que tout le régime s'effondre comme un château de cartes. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que le régime est organisé différemment, avec lorsque un responsable est supprimé, il y en a 7 derrière qui reprennent sa place. Donc ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Trump a-t-il déclenché cette guerre sous influence? Son entourage était divisé sur la question. Voici le moment où les frappes ont été décidées. À la Maison-Blanche, dans la Situation Room, la salle des moments de crise. Donald Trump n'est pas là, il est en visioconférence. Au bout de la table, J.D. Vance, le vice-président. Il est contre cette guerre, le dit clairement, mais promet la loyauté. Le problème de cette administration, c'est qu'elle est totalement basée sur sa loyauté. Il a construit son pouvoir et son deuxième mandat uniquement sur la loyauté. Toutes les personnes qu'il a mis dans son administration ne sont que des personnes qui sont là uniquement parce qu'ils lui doivent quelque chose.
Mais le problème, lorsque vous nommez des gens avec uniquement cette qualité numéro 1 qui est la loyauté, qui n'est finalement pas un défaut, elle devient un défaut le jour où vous n'avez plus la capacité de dire « c'est une erreur, Monsieur le Président ». En réalité, tout s'est joué 2 mois plus tôt, avec un autre allié de Trump, Benjamin Netanyahou. Décembre 2025, le Premier ministre israélien vient à Mar-a-Lago. Sur le perron, il complimente le président américain. Tout sourire. Je le dis encore et encore, nous n'avons jamais eu d'amis comme Donald Trump à la Maison-Blanche. La flatterie serait-elle le meilleur moyen pour convaincre Donald Trump ? Donald Trump, c'est quelqu'un qui se base énormément sur le rapport humain, le face-à-face, le tête-à-tête, la façon dont il sent en quelque sorte les personnes qui sont face à lui, la manière dont ces personnes le flattent plus ou moins. C'est très important pour lui qu'on lui témoigne du respect, qu'on ait tous les honneurs pour lui. En coulisses, le Premier ministre israélien déclare à Trump qu'il compte attaquer l'Iran dans les prochains mois et lui demande un soutien opérationnel. Les dessous de cet échange seront révélés plus tard par le ministre de la Défense, Marco Rubio. On savait qu'il y aurait une opération d'Israël. On savait que ça précipiterait une attaque de l'Iran sur les forces américaines dans la région. Et on savait que si on n'allait pas de façon préventive, on aurait davantage de pertes. Début janvier, les manifestations prennent de l'ampleur en Iran. Donald Trump envisage alors des frappes ciblées, ponctuelles, mais pas une guerre. Le président américain veut encore tenter la diplomatie. Alors il envoie ses émissaires négocier avec Téhéran. Le 11 février, Benjamin Netanyahou se redéplace en personne. 3 heures de discussion et de pression. C'est là qu'il aurait réussi à convaincre Trump que la seule solution était la guerre. C'est Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, qui l'a convaincu d'attaquer l'Iran à ce moment-là précis et qui avait, je dirais, une fenêtre de tir pour le faire. Et Donald Trump, en fait, s'est laissé convaincre. Lorsque Netanyahou l'appelle et lui dit on peut décimer tout le régime iranien en l'espace d'une bombe, c'est maintenant, c'est tout de suite, il s'est dit ok, on y va. Mais il a pris un risque terrible. Dès les premières heures du conflit, une question se pose. Comment l'Amérique et Israël ont-ils préparé leur attaque surprise ? Au petit matin du 28 février, un missile s'écrase sur cette école à Minab, dans le sud du pays. Le bâtiment est ravagé. Dans cette salle de classe, les débris jonchent le sol, à côté des cartables. 155 morts, dont une majorité de jeunes écolières. La carte utilisée pour programmer l'attaque n'était pas à jour et indiquait par erreur l'école comme faisant partie d'une base militaire. C'est une impréparation. Cette attaque donc, contre l'école de filles de Minab, en fait, résulte d'une erreur d'appréciation des Américains. Et donc, en voulant bombarder ce centre militaire, eh bien, en réalité, ils se sont trompés d'objectif et c'est ce qui a valu donc cette frappe qui d'emblée donc a mis en difficulté l'armée américaine puisque c'était clairement un crime de guerre. Une impréparation qui se constate jusqu'à la conférence de presse du Pentagone, 4 jours plus tard, alors que l'armée américaine refuse d'assumer cette erreur. Sur les schémas présentés dans la salle, l'école se trouve pourtant juste ici, entre 2 sites de frappe. Mais Donald Trump couvre ses troupes et accuse l'Iran. Il va jusqu'à proférer un mensonge flagrant lorsque les pièces d'un missile Tomahawk sont identifiées dans les décombres de l'école. Le Tomahawk, c'est l'une des armes les plus puissantes que nous vendons. Et elle est utilisée par d'autres pays, comme vous le savez, comme l'Iran, qui en possède plusieurs. Peu importe pour Donald Trump que l'Iran n'ait jamais possédé de Tomahawk. Il faut sauver la face à tout prix. En 3 mois, les États-Unis vont flamber 29 milliards de dollars dans une guerre qui très vite s'enlise. Car les Iraniens ont un atout dans leur manche. Le détroit d'Ormuz. 1er mars, Téhéran annonce prendre le contrôle total de ce passage maritime par lequel transite chaque jour 20% du pétrole mondial. Le détroit est miné et l'Iran n'hésite pas à attaquer les navires qui bravent l'interdit. À l'image de ce pétrolier, touché par un tir à l'entrée d'Ormuz. Le trafic est stoppé net, passant en quelques heures d'une centaine de navires par jour à un seul, iranien. Tous les autres sont à l'arrêt en mer, le long des côtes émiraties.
Un arrêt brutal que Donald Trump n'avait pas anticipé. Donald Trump a été totalement aveugle sur le risque de fermeture du détroit d'Ormuz. Or, il a été le seul à avoir cette cécité, parce que ça fait des années, voire des décennies, que les Iraniens menaçaient de fermer le détroit d'Ormuz dès qu'ils se sentaient eux-mêmes dans une situation délicate. Et il a sous-estimé bien tous les risques que cela entraînerait, bien sûr une guerre longue, mais aussi des attaques contre les voisins du Golfe Persique, des alliés pourtant des États-Unis. C'est là où Washington dispose de nombreuses bases et de nombreuses troupes. Et puis aussi, bien sûr, la fermeture du détroit d'Ormuz, Hormuz qui devient l'arme de guerre ultime des Iraniens. On l'a vu. Les conséquences ne se font pas attendre. Le cours du pétrole explose. Le baril passe en quelques jours de 70 à 100 $, jusqu'à 120 $ au plus fort du conflit. Donald Trump, lui, veut faire croire qu'il a tout prévu. Je savais que le prix de l'essence allait augmenter, mais je pensais qu'il augmenterait bien plus. Et personne ne s'attendait à ce que cette opération soit aussi vite couronnée de succès. Partout dans le monde, le prix des carburants atteint des sommets. Au plus fort de la crise, cette station essence française affiche le diesel et le sans-plomb à près de 3 € le litre. L'or noir n'a jamais aussi bien porté son surnom, y compris aux États-Unis. Dans cette station-service, ces Américains, habitués à une essence très bon marché, sont ulcérés. L'essence a tellement augmenté qu'on ne peut plus se la payer. Je mets quelques dollars dans le réservoir parce que je n'ai plus les moyens de faire le plein. On pensait qu'avec ce président, il n'y aurait plus de guerre et que les prix de l'essence ne bougeraient plus. Et alors que le conflit s'enlise, la cote de popularité de Trump, elle, s'enfonce. 62% de désapprobation globale, du jamais vu pour ce président. Et cette guerre n'y est pas pour rien. Même la base MAGA, fidèle parmi les fidèles, commence à douter. On a vu dans les sondages qu'effectivement très peu d'Américains le soutenaient sur ce programme de guerre en Iran, y compris beaucoup de républicains. Ça a été vraiment pas évident pour Trump de vendre aux Américains que cette guerre n'impactait pas les Américains, puisque les Américains ils voyaient bien au coin de la rue que le prix à la pompe augmentait terriblement et très rapidement. L'Iran se permet de narguer l'Amérique, de la défier, même sur le terrain militaire. Cette vidéo de propagande postée par le régime, c'est la caméra embarquée d'un drone iranien. Ce qu'il survole, en toute tranquillité, c'est une base américaine en Irak. De longues minutes où l'engin rase les bâtiments avant de choisir sa cible. Pendant ce temps, Israël suit son plan comme prévu. L'État hébreu connaît ses buts de guerre. Dans la nuit du 6 au 7 mai, Israël bombarde Beyrouth, la capitale du Liban. Pour la première fois depuis le cessez-le-feu décrété en 2024. Selon l'armée israélienne, un haut responsable du Hezbollah se trouvait dans cet immeuble, dont il ne reste que des débris. Jusqu'ici, Israël bombardait uniquement le sud du Liban, là où se trouvent les fiefs du mouvement islamiste, comme ici, à Nabatieh. Le centre-ville est totalement défiguré. Les habitants se terrent chez eux. Seuls les secouristes prennent encore le risque de sortir. Les Israéliens ne distinguent pas entre le personnel médical, les civils, ou quoi que ce soit. Là où ils veulent frapper, ils frappent. Les frappes s'enchaînent et les drames. Ici, c'est un scooter qui a été frappé. Les secouristes sont effondrés. 2 des leurs viennent de perdre la vie. Où est Jude? Parmi les victimes, Jude, le fils du chef des secouristes, qui découvre la scène. Jude et Ali, ils sont où? Pourquoi ces 2 secouristes ont-ils été ciblés? S'agit-il d'une erreur de l'armée israélienne? Les 2 hommes rentraient chez eux. Ils portaient leur équipement d'ambulancier. L'armée israélienne estime que certaines de ces ambulances peuvent transporter des armes et des combattants. Face à un conflit qu'ils ne maîtrisent pas et à un allié israélien qui joue sa propre partition, Donald Trump perd ses nerfs. Il s'emporte au téléphone contre son allié de longue date. Expletives flying over the phone.
La conversation est rapportée par plusieurs médias américains. Tu es complètement cinglé. Sans moi, tu serais en prison. Je te sauve la peau. Donald Trump fait ici référence aux ennuis judiciaires de Benjamin Netanyahou. Avant d'asséner, tout le monde te déteste désormais. Tout le monde déteste Israël à cause de ce qu'il se passe. Le président reproche à son allié l'escalade militaire au Liban et aurait fini par hurler « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» Des informations que la Maison-Blanche a sciemment fait fuiter pour tenter de préserver ses efforts de paix. Car depuis plusieurs semaines, Donald Trump cherche à tout prix à obtenir un accord pour faire cesser cette guerre. Il s'est fait berner. Berné par son allié, son plus fidèle allié, son ami aussi, puisqu'il entretient, ou il entretenait des relations d'amitié avec Benjamin Netanyahou. Et je pense qu'il s'est fait berner, et je pense qu'effectivement, il n'a pas compris ce qu'il allait déclencher, le feu qu'il allait déclencher dans la région. C'était très dangereux pour Trump de continuer cette guerre indéfiniment, car the clock was ticking, comme on dit en anglais, l'horloge était en train de progresser terriblement et vers les midterms, ces élections à mi-mandat de fin octobre. Et c'est vrai que cette guerre en Iran, qui avait un impact concret sur l'économie des Américains, vraiment posait un problème. Les dernières semaines du conflit sont explosives. Le 8 juin, l'Iran abat un hélicoptère américain. Les États-Unis ripostent en bombardant 23 sites tout autour du détroit d'Ormuz. Le 10 juin, l'Iran frappe des positions américaines à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Donald Trump, lui, veut signer au plus vite. Alors il souffle le chaud et le froid. Le 9 juin, il annonce un accord imminent. Le lendemain, il menace à nouveau de détruire l'Iran. On va les frapper fort, on va les attaquer très fort. Reprendre les bombardements ? Oui, avec ce qu'ils ont fait avec l'hélicoptère, je pense qu'on serait dans notre bon droit. Dans la nuit du 14 au 15 juin, Donald Trump fait l'annonce que le monde entier attendait. Un accord a enfin été trouvé avec l'Iran. Le deal avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous, que le pétrole coule à flot. Une annonce faite sur les réseaux sociaux, sans grande pompe, quelques heures avant la réunion du G7, à laquelle il doit participer. Le président américain serait-il déçu du deal conclu avec Téhéran ? Si ce protocole d'accord a été finalement annoncé, si on regarde bien rétrospectivement, il a été annoncé 24 heures avant le début du G7. Parce qu'il ne voulait pas être humilié justement devant les autres grandes nations de ce monde en disant « tu es rentré dans un conflit dans lequel on n'arrive pas à sortir ». Donald Trump a clairement perdu cette guerre. La situation 4 mois après le début du conflit est beaucoup moins favorable pour les États-Unis et pour le monde qu'elle ne l'était avant. Le lendemain, à son arrivée au sommet du G7, Donald Trump descend de l'avion, le visage fermé. Il sait que l'accord qu'il s'apprête à signer profite largement à Téhéran. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, là encore, Donald Trump semble tout sauf extatique. Mais devant le président français, il vante volontiers les mérites de son deal. C'est un honneur d'annoncer qu'un accord est presque signé. Le détroit est déjà partiellement ouvert. Nous nous entendons mieux avec l'Iran. Et 2 jours plus tard, alors qu'il arrive à une réunion avec près d'1 heure de retard, le patron triomphant salue les autres chefs d'État, accueillis par des rires polis. Il est, et parce qu'il aime ça, au centre de toutes les attentions. Les participants à ce G7 ont tous bien compris que Donald Trump avait perdu son conflit en Iran, mais tout le monde est soulagé d'une certaine façon de voir une sortie de crise. Trump est tellement formaté à se convaincre qu'il a raison, que quoi qu'il entende, à gauche, à droite, il ait raison. J'ai du mal à imaginer qu'il doute. C'est la méthode Coué. À force de dire quelque chose, ça devient vrai. Trump, le roi autoproclamé du deal, s'est-il fait prendre à son propre jeu ? L'histoire est loin d'être écrite.